Il y a quand même assez de monde. J'ai craint qu'il n'y ait pas de personne. Parce qu'on était trop tôt, nous. Alors, hein? Ah oui, j'ai. Oui, vous êtes dans les 2 fauteuils historiques. Pourquoi on n'a pas de micro, nous? Parce qu'elle, elle chante. Oui, bon, arrête. On va pas te donner au spectacle. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, en ce moment, pas grand-chose d'autre. Un samedi de fin octobre 2024, 3 ans après notre rencontre, Arlette, Jacqueline, Françoise, Muriel et moi sommes à nouveau réunis dans le salon jaune de la Société de lecture de Genève, devant un public nombreux et particulièrement attentif pour le vernissage et le lancement des Femmes qui lisent. Rideaux, parquets, cheminées et sièges ayant même servi lors de la rencontre entre Biden et Poutine en juin 2021, le décor est parfait. L'événement est organisé par l'association Reportage et spécialement par Efsen. La discussion va être modérée par Mélissa Henry. Elle est photographiée et enregistrée par Adrien Henner et documentée par Joanie Pernou pour les réseaux sociaux. Merci à elles et eux, tout comme à Roland Bucher pour la musique qui accompagne actuellement ma voix, au public d'avoir été là avec de si bonnes questions, et merci au soutien, sans qui ce podcast n'aurait pas été possible. Le pacte de l'enquête et du reportage, Journafond, le fonds d'aide à la création sonore et au podcast de la ville de Genève, les fondations Jan Michalski, Ernst Gunner, du Jubilé de la Mobilière, ainsi que la Fondation Suisse pour la radio et la culture et Suisse Perform. Je passe maintenant la parole à Mélissa Henry et vous souhaite une très très belle écoute. Bonjour et bienvenue à cette table ronde donc autour du podcast Les femmes qui lisent, une ville, presque un siècle et 4 copines de Laure Gabu, dont le prologue est sorti ce jeudi sur reportage.ch et sur les plateformes d'écoute de podcast. Cette discussion sera enregistrée. Nous sommes donc à la Société de lecture, un lieu chargé d'histoire et longtemps réservé aux hommes. La journaliste et féministe Émilie Gour a pu être abonnée à la mort de son père qui en était membre, l'une des rares exceptions pour qu'une femme puisse emprunter des livres sans pour autant pouvoir rester dans les salons. Il ne fallait surtout pas que la lecture ne détourne les femmes de leurs obligations familiales. Il a fallu attendre 1953 pour que les femmes aient le droit de devenir sociétaires, soit 18 ans avant le droit de vote au niveau fédéral. Et quel meilleur endroit pour accueillir des femmes justement membres de la Société de lecture, des femmes qui ont littéralement traversé les bouleversements politiques et sociétaux de la Suisse telle que nous la connaissons aujourd'hui. Dans le podcast que nous vous présentons, les 4 copines et la réalisatrice se livrent sur les rencontres et les moments qui les ont marquées, tout en s'interrogeant sur la notion de liberté, celle de choisir ou non, celle de devenir soi, de pardonner, se pardonner et de renaître. Car si les femmes sont plus libres aujourd'hui, ont-elles eu pour autant toujours le choix ? C'est ce que se demande entre autres la réalisatrice de ce podcast, Laure Gabu. D'ailleurs, peut-être qu'il est utile de rappeler ce qu'est un podcast. Donc c'est la contraction entre iPod, vous savez, ce baladeur de la marque Apple qui faisait fureur dans les années 2000, et le mot anglais broadcast qui signifie diffusion. En somme, c'est une série audio à suivre comme on le ferait avec un feuilleton à la télévision, mais un feuilleton uniquement sonore. Aujourd'hui, pour présenter Les femmes qui lisent, la réalisatrice Laure Gabu est accompagnée des protagonistes de ce podcast et de cette formidable amitié, Jacqueline, Muriel, Arlette et Françoise. Je vous propose tout d'abord d'écouter un extrait. Ouais. Il y a un ascenseur là-bas au fond. Où est-elle? Ça ne marchera pas avec nous. Non, vous deux, et puis on se retrouve là-bas. Ciao. Je comprends pas. Elle est où, Laure? Je sais pas. Les femmes qui lisent, une ville, presque un siècle et 4 copines. Un podcast documentaire de Laure Gabu. Ça t'a plu? Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était très poétique, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur. Chère grand-maman, c'est novembre et on sort de la Comédie, un théâtre à Genève. C'est moi et les 4 copines.
Je sais pas, moi j'ai toujours. C'était un peu mon heure de la sieste, alors j'avais de la peine, j'ai dû prendre des bonbons à sucer pour résister. C'était une idée d'Arlette d'aller voir cette pièce, parce qu'elle parle d'une femme de ma génération qui cherche à comprendre l'héritage de sa grand-mère à travers ses lectures et sa bibliothèque. Ah non, moi pas du tout, j'étais scotchée, mais je comprenais pas tout. Non, par contre j'étais un petit peu étonnée, bon c'est totalement dans l'air du temps, parce que tu cherches à savoir si ton ancêtre, si t'es l'héritier ou le descendant d'un salaud, ou de quelqu'un de génial. Arlette, elle est sur le chemin avec moi. On va chez Françoise qui nous guide vers son appartement. Ouais, le poème qu'elle a dit après, c'était tout à fait ça. Alors écoute, il y en a deux qui sont partis chercher la voiture. Voilà. Les deux autres copines, Muriel et Jacqueline, ont pris la voiture parce que Jacqueline a de plus en plus de mal à sa jambe et de difficultés à se déplacer. C'est moi qui ai demandé à ce qu'on aille prendre le thé après la pièce parce que j'ai besoin de rassembler les discussions qu'on a eues ensemble pour construire ce podcast et de poser toutes les questions qui me trottent encore dans la tête au sujet de leur très longue amitié, de leur parcours, mais pas seulement. Je ne veux pas me contenter de documenter leur parcours. J'ai envie d'aller plus loin, de connaître leurs recettes pour une vie pleine et heureuse. J'ai besoin de comprendre d'où elles viennent, l'époque à laquelle elles sont nées et celle durant laquelle elles ont évolué. Je suis obsédée par les choix qu'elles ont faits ou dû faire. J'aimerais qu'elles me racontent leurs réussites, leurs sorties de route, les moments où elles ont eu besoin de s'adapter, envie de prouver. Je suis curieuse de savoir qui sont les personnes à qui elles ont pardonné, la manière dont elles se sont pardonnées, jusqu'à renaître et devenir les femmes qu'elles sont aujourd'hui. Les femmes que j'aimerais tant te présenter. Moi, j'ai trouvé très malin. J'ai beaucoup aimé l'approche de cette lecture de ces archives. En revanche, c'est un petit peu quand même dans l'air du temps, dans ce sens que elle nous a plus expliqué sa recherche sur l'orientation presque politique de sa grand-mère que sur sa vie privée. On ne sait pas quelle relation elle avait avec elle n'en parle pas beaucoup. On ne sait pas ce qui se passait entre monsieur et madame, on ne sait pas quelle était sa jeunesse, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas du tout. Le fil conducteur, c'est de savoir si elle était colon ou pas. Si elle est restée, donc elle était colon, oui. Comment on dit pour une femme? Colonne. Laure, ce podcast, tu le dédies à ta grand-maman, entre autres, bien sûr, mais pourquoi? Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est né ce projet? Oui, alors merci Mélissa, je suis un peu émue. Merci à toutes d'être là. Ça a été un long parcours. Donc déjà, je voulais juste commencer par des grands remerciements que j'ajoute à ceux d'Erika. Et puis merci à vous d'être là aussi pour montrer que ce projet existe. Parce que pendant longtemps, c'était beaucoup dans ma tête. Voilà. Alors, je ne sais pas si je le dédie à ma grand-mère ou je le dédie, je crois, à tout le monde. Après, je l'ai écrit comme une lettre à ma grand-maman, qui est la mère de mon père, qui est ici. En fait, parce que au départ, quand j'ai rencontré Muriel, j'avais eu l'envie de raconter ces histoires de femmes de cette génération-là. C'est vrai que Muriel ressemble un peu à ma grand-mère. C'est assez frappant. Au début, ça m'a frappée. Et puis, j'écoutais aussi des podcasts qui invitaient à revaloriser l'amitié. Je me suis dit, comment choisir 4 femmes en fait, de 80 ans? Compliqué. Du coup, pourquoi pas suivre simplement l'impulsion de dire Muriel a 3 copines avec qui elle fait tout ensemble et les anniversaires. Et du coup, ça me fait un échantillon sympathique. Après, j'ai découvert qui elles étaient et surtout qu'elles étaient très drôles. Moi, je suis pas très drôle. Du coup, ça a rajouté quelque chose d'assez sympathique au projet. Mais je pense qu'à un moment donné, j'étais coincée dans ma narration parce que moi, je suis journaliste et j'en peux plus de tendre le micro. En plus, je prends beaucoup de place parce que je parle beaucoup. Et du coup, j'étais vraiment devenue un personnage et tout le monde me demandait tout le temps mais quel est le lien entre moi et les 4 amis. Et j'ai dû prendre une pause dans le projet, réfléchir vraiment aussi à ma place, à moi, de narratrice, me mettre aussi à l'heure, je sais pas, de pas rester dans une position au-dessus. J'avais aussi besoin à un moment donné de changer de position, d'être au même niveau.
Et te livrer aussi. Ouais, du coup, j'ai dû me livrer, voilà. C'était pas prévu. Mais du coup, je pense que c'est mieux, c'est plus juste. Et puis, j'ai réfléchi vraiment au point de départ. Et c'est vrai que le point de départ, c'est que Muriel m'a fait penser à ma grand-mère. Et du coup, j'ai eu cette idée, en dormant, je crois, que peut-être je pouvais écrire une lettre à ma grand-mère. Et du coup, ce serait juste et ce serait vrai. Après, ma grand-mère est décédée, alors il fallait pas rendre le truc trop triste. Mais que si je lui parlais, je serais dans le ton juste pour raconter l'histoire. Et ça a marché. Voilà, mais c'était une longue recherche. Et après, c'est aussi Pascal Natter qui est là, qui m'a aussi poussé à assumer ça, vraiment dans la narration. Et je pense que ça a fait le lien entre elle et moi. Voilà. Merci beaucoup, Laure. Et avant de vous donner la parole, mesdames, j'aimerais un peu mieux vous présenter. Et pour cela, quoi de mieux que d'écouter les fiches personnages que vous avez vous-même remplies. Donc, on écoute. Prénom, Arlette. Année de naissance, 1941. Taille, 170. Profession, architecte, urbaniste. Et voilà, Arlette. Appel en cours. Situation familiale, en couple. Milieu social, classe moyenne. Enfance et éducation. Maths latine, diplôme d'architecte. 3e cycle en aménagement du territoire. Une enfance, ouvrez les guillemets, non genrée, fermez les guillemets, avec les mêmes chances que mon frère, point d'exclamation. Oui, c'est là. Principal trait de personnalité, persévérance, endurance, une certaine forme d'autorité. Qualité, créativité. Défaut, péremptoire. Désir profond, sérénité et découverte. Entre parenthèses, est-ce contradictoire? Peur profonde, les malheurs qui pourraient toucher mes proches. Devise, pas de réponse. Arlette et Pierre. Et donc ensuite, on va écouter la fiche de Muriel. Voilà. Pardon. T. Prénom Muriel. Année de naissance 1942. Taille environ 175 cm. Profession secrétaire général d'ONG, retraité. Situation familiale grand-mère et divorcée. Milieu social aisé. Enfance et éducation master en sociologie, Université de Genève. Enfance rude, mais privilégiée. Personnalité. Principal trait de personnalité, recherche de sagesse. Qualité, stabilité. Défaut, attaché à mes racines. Désir profond, créer des ponts entre les personnes de mon entourage. Peur profonde, rater la sortie, entre parenthèses, la fin de ma vie. Devise, il faut faire avec. Rajouter ultérieurement, accroche ta charrue à une étoile. Voilà. Bonjour. Ça va? Ça va bien et toi? Je pense que vous pouvez un peu deviner qui est qui, mais vous en saurez plus au cours de la discussion pour les personnes qui ne connaissent pas encore les protagonistes. Maintenant, on va écouter la fiche de Françoise. Prénom, Françoise. Année de naissance, 1941. Taille, 180 cm. Profession, traductrice indépendante. Situation familiale, divorcée, maman, grand-maman. Milieu social, classe moyenne. Enfance et éducation, enfance dans un cocon, maturité latine, certificat d'études de secrétaire, entre parenthèses, école Narguilé-Jean, Genève, diplôme de traductrice, entre parenthèses, ETI, à 42 ans, point d'exclamation. Principal trait de personnalité, enthousiasme. Qualité, générosité, dévouement, fiabilité. Défaut, méticulosité. Entre parenthèses, mes amis diraient pinaillerie, point d'exclamation. Désir profond, simplicité, sérénité, peur profonde, point d'interrogation. Devise, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Phrase empruntée à André Gide. Et enfin, je vous propose de découvrir Jacqueline. Prénom, Jacqueline.
Année de naissance 1939. Taille 173 cm. Profession enseignante. Situation familiale divorcée. Voilà, Jacqueline et Gilbert. Deuxième. Milieu social, classe moyenne sup. Enfance et éducation, enfance très heureuse et très protégée, restrictions pour de grandes études, entre parenthèses, mon père avait peur que je devienne, ouvrez les guillemets, un bas bleu, fermez les guillemets, étant donné mon envie de lire très compulsive. Principal trait de personnalité, séductrice, qualité, énergie, intérêt pour les autres, défaut, péremptoire, distraite, désir profond, aimer et être aimé, peur profonde, de perdre ce que j'aime, devise, carpe diem. Et maintenant, pour entamer pleinement la discussion, je vous propose juste d'écouter un passage assez marquant de la vie de Jacqueline, et ensuite on pourra en discuter. Alors, le prof de 7e primaire, chez lequel j'étais, a convoqué mes parents, c'est mon père qui y est allé, et il lui dit, j'ai inscrit Jacqueline à l'école secondaire en section latine. Pas du tout, vous la mettez à l'école ménagère. Ah, waouh! Alors, le type dit, mais écoutez, elle est bonne élève. Oui, mais vous comprenez, on est une famille où il y a 5 femmes, et je ne veux pas en faire un bas bleu qui ne saura pas raccommoder une chaussette. Il faut que tu te mettes dans l'idée, 39, c'était dans les années début 50, tu vois. Le droit de vote n'avait pas passé, le féminisme non plus. Alors voilà, j'ai décidé. Bon, qu'est-ce qu'il fasse, le prof, il s'en foutait. Et moi, quand il m'a dit ça, je ne voulais pas. Parce qu'à l'époque, tu avais quel âge? 12 ans? 12 ans, ouais, on avait 12 ans à cet âge-là. Alors, j'adorais mon père. Mais mon père, effectivement, à la maison, on vivait avec maman, et on vivait avec ma grand-mère paternelle, et la sœur de ma grand-mère, ma grand-tante, et puis ma sœur. Donc il était à la tête de 5 femmes. Et en fait, Evelyne, ma sœur et moi, on n'avait pas tellement l'occasion, on ne se précipitait pas pour aller à la cuisine. Parce qu'il y avait ma mère, ma grand-mère et ma grand-tante, tu vois. Ouais. Alors, il s'est dit, ça va être une de ces courges qui ne saura pas faire un œuf au plat. Je ne sais pas. C'était quoi sa crainte? Ouais, j'essaie de comprendre. Je ne sais pas, pourtant, il était aimant, il était... J'ai jamais su pourquoi il avait une ouverture. Il avait fait, quand il avait 16 ans, une année en Amérique, une année en Allemagne. Mais bref, toujours est-il qu'il était comme ça. Et que j'ai fait, il y avait 2 ans à l'école ménagère. C'était quoi l'école ménagère? Parce que ça, j'ai aussi de la peine à me représenter. T'en as entendu parler, une fois que le cycle a existé, je crois que ça a peut-être continué. C'était à la rue Rousseau. Et alors... j'y suis allée, mais ça a été 2 ans où j'ai été très malheureuse. Mais donc, de 12 à 14 ans, on apprenait à coudre et alors, il y avait quand même un enseignement général et il s'était renseigné. En 2e année, on pouvait choisir une section spéciale qui préparait un peu à l'école de commerce. C'est-à-dire que tu passais sans problème à l'école de commerce. Ah, quand même. Voilà. Il avait fait tous ces petits calculs. Mais ces 2 ans, j'en ai parlé à ma nièce qui prépare un spectacle tu te souviens du film L'Ordre divin? Oui, bien sûr. Alors, elle fait un spectacle ce printemps avec ses ados sur ce thème-là. Alors, elle est venue la semaine dernière, puis elle me dit, écoute, j'aimerais que tu me racontes, parce que maman me dit que tu es allée à l'école ménagère. Alors, elle est restée 3 heures, on a parlé de ce sujet. Et puis, tu vois, il y avait quand même un enseignement général, mais on faisait du repassage, on faisait de la couture, naturellement, du raccommodage du tricot, et puis de la cuisine 1 fois par semaine. C'était le mercredi quand il y avait le marché à Coutances, et on avait un grand tablier, on avait un petit bonnet blanc sur la tête. Non, mais je t'assure, et il fallait faire le marché. Moi, je rasais les murs. Et d'ailleurs, c'est curieux, je me suis Vous alliez déguiser faire le marché. Je ne me suis fait aucune amie. Je ne pourrais pas te dire le nom d'une copine de là-bas. Et puis, un jour, c'était le repassage. Et comme on avait aussi une femme de ménage, une repasseuse, il n'y avait pas de linge chez nous. Alors, j'allais chez une voisine qui était toute contente, qui me donnait un sac de linge propre, mais à repasser. Puis, je lui ramenais un carton
Mais c'était quoi pour les filles de bonne famille? C'était Mais qui non, allait là-bas? c'était... Eh bien, Je comprends la pas. plupart des filles n'étaient pas très douées pour les études. Ouais. Enfin, je sais pas. Puis voilà, moi je sais pas, c'était des filles qui n'avaient pas les moyens pour aller à l'école secondaire. Il y avait ça, il y avait quand même un Pas les barème. moyens intellectuels. Non, mais les moyennes de notes. Ah, pas les Je pense moyennes. qu'il fallait pas de notes en dessous de, je sais pas, 4,5. Je me souviens plus, tu Oui, t'imagines? mais toi, t'étais brillante. Oui, j'étais excellente. Je crois que j'étais première de la classe avec une autre. Tu connais la romancière Catherine Safonoff? Jacqueline, pourtant, donc, malgré la peur de votre père de devenir un bas bleu, d'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est? Malgré ça, vous avez quand même eu une carrière et enfin, voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter après l'école ménagère justement votre Après cette parcours? présentation. Ce que j'ai fait après, vous entendez? En fait, quand j'ai réécouté mon podcast, j'ai trouvé que j'étais très soumise. Mais c'était une soumission joyeuse parce que mon père, je l'adorais. Et puis, il était aussi pourvoyeur de beaucoup de tendresse. Donc, j'ai pas été malheureuse. C'est avec le recul que je suis quand même très fâchée. Mais bon, je pardonne, mais je suis quand même très fâchée. Ça vous a pas Alors, empêché de je l'ai faire... vécu comment? À l'école ménagère, j'ai été très malheureuse, comme je le dis. J'allais à pied, je connaissais personne, j'ai voulu connaître personne. Bref, ça a été une parenthèse difficile. Et puis ensuite, il a fallu prendre des cours de maths supplémentaires pour rejoindre l'école de commerce. Ce que j'ai fait, il y avait en premier un diplôme pendant 3 ans. Là, j'ai pas été trop malheureuse, mais c'était pas les études que je voulais faire. Et puis ensuite, il a fallu rejoindre les garçons qui étaient dans un autre bâtiment en ville, le Grutli actuel. Et j'ai eu de la peine pour les maths, parce que moi j'avais fait que des cours facultatifs. Donc, alors que les garçons avaient eu 4 ou 5 heures de maths par semaine. Alors je ne comprenais pas, et je levais la main, je disais, excusez-moi monsieur, je n'ai pas compris cette équation. Mademoiselle Castellino, vous aurez tout le loisir de comprendre lorsque vous doublerez l'année prochaine. Je ne sais pas si les profs osent encore dire ça maintenant. Bon, j'ai quand même eu ma matu. Et puis après, qu'est-ce que je faisais de cette matu? Je ne voulais pas aller dans un bureau. Or, je pense que c'est ce que je raconte. Je ne sais pas, oui. Mais c'est vrai qu'en préparant, on se demandait. Moi, j'avais jamais entendu l'expression bas bleu. Après, toute l'équipe non plus. Comment est-ce que toi, tu définirais ce que c'est un bas bleu? Parce que j'ai été regardée et ça m'a surprise. Comment j'ai un? Qu'est-ce que c'est un bas bleu? Un bas bleu, tu la connais pas? Non. Un bas bleu, c'est une intello, oui, c'est un terme relativement ancien. Une intello pas du tout coquette, qui sort très peu, qui, contrairement à moi, n'est pas très intéressée par les hommes. Parce que je le dis après, voilà. Ouais, c'est ça, un bas bleu. C'est très péjoratif comme terme. Pas seulement, parce qu'il y a une forme d'admiration pour son intérêt culturel. Mais à la base, c'est plutôt péjoratif, c'est pour dissuader les femmes d'étudier, voilà. Ouais, exactement. Ouais. Parce que la définition que j'ai trouvée, c'est finalement une femme qui lit au lieu de s'occuper de la cuisine. Ouais. Là, c'est un peu ce que j'étais, parce que je tournais des sauces en lisant. Je sais, j'avais le livre sur la cuisinière quand les enfants étaient petits. Je me souviens très bien de ça. Et puis, ils disaient « Chut, maman, lis ». Parce que je leur disais que j'avais un droit à au moins 1 heure ou je ne sais pas combien de lectures. Alors, ils le respectaient assez bien. Et Arlette, au contraire, on l'a entendu dans votre fiche personnage, vous insistez donc sur l'éducation non genrée que vous avez reçue avec les mêmes chances que votre frère. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, alors moi je pense que c'était assez moderne, on va dire, à ce que j'ai entendu depuis lors dans ce podcast notamment. On faisait les mêmes sports, on sortait, on a fait des études qu'on voulait faire, et on avait vraiment la voix au chapitre, tous les deux. Il était mon aîné, mais il n'était pas supérieur, si on veut bien. Alors oui, on sortait ensemble quand on allait aux sauteries, ça s'appelait des sauteries à l'époque. On partait toujours ensemble, on ne rentrait pas forcément ensemble, mais on faisait souvent la première danse, les deux. Et vous vous êtes fait une place en tant qu'architecte et urbaniste, et vous dites que pour vous, il n'y avait pas de plafond de verre, que vous avez foncé sans trop vous poser de questions, et vous donnez quand même un conseil alors de rester en 2e position. En tout cas, c'est ce qui vous a permis d'avancer. Je vous propose d'écouter, et puis si vous voulez réagir après, volontiers. Après ça, numéro 2, moi je pense que l'urbanisme, c'est un bon apprentissage. Le mariage aussi, hein. Mais l'urbanisme,
C'est un bon apprentissage, je vais te faire le lien après. Parce que si tu as une idée qui est constructive, qui est légitime, c'est pas nécessaire, c'est souvent pas très productif que ce soit toi qui dises « j'ai eu une bonne idée, on pourrait faire comme ça ». Par contre, si tu arrives à la placer dans la bouche de, ou à la personne qui sait transmettre l'idée, c'est parfait, le projet va éventuellement se réaliser. Et je dis pourquoi dans le mariage, parce que la même chose, quand tu es dans un couple, c'est quelquefois... Je parle de vécu, parce qu'on était tous les deux architectes avec mon mari, et c'était pas mal de lui laisser la parole. Et d'être numéro 2, ça facilitait la vie. Ça m'a fait mal. Parce que c'est quelquefois difficile de faire de l'ombre à quelqu'un. Voilà. Mais c'est peut-être comme ça aussi que tu as pu traverser tout ça. J'ai peut-être un peu... Est-ce que je dois en tirer de la graine ou surtout pas faire ça? Dis-moi avec le recul. Non, je pense qu'il faut faire ça. Il faut s'en foutre. T'as pas besoin d'être numéro 1. C'est pas indispensable d'être numéro 1. Sauf si t'aimes absolument gouverner et que t'aimes le pouvoir. Moi, j'aime pas forcément le pouvoir. J'aime bien que les choses se réalisent. Ça, oui, que les projets aboutissent. Et puis, à la deuxième place, tu as un calme dans la réflexion que tu n'as plus à la première place. C'est tout à fait différent quand tu es à la première place. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, j'espère que Laure a bien entendu. je crois que c'est un peu contradictoire parce qu'on est sur la sellette aujourd'hui. Donc on n'est pas numéro 2. Hélas, un peu numéro 1, voire numéro 4. Mais moi, j'y crois beaucoup. Et il n'y a rien qu'à suivre l'actualité. Je pense que les numéros 1, ils sont pas... c'est pas les plus intéressants en ce moment. Oh, ça dépend lesquels. Vas-y. Il y en a une future. Puisqu'on aura une femme peut-être, numéro 1. Ah oui, oui, mais en attendant, on n'est pas encore là. Non, mais voilà, mais ça peut venir. Et Françoise, vous avez dit alors que votre mère disait que vous auriez dû naître garçon et votre frère fille. Pourquoi? Parce que mon frère était beaucoup plus gentil que moi et tolérant, et c'était vraiment un être de douceur, et que moi j'étais une petite peste, voilà. Et que quand j'avais une idée dans la tête, j'allais jusqu'au bout, et voilà. Et puis j'avais une forte personnalité. Quand mon papa voulait punir mon frère recevait sa gifle vite fait, bien fait. Et moi, je courais sous la table de la salle à manger. Mon père faisait le tour de la table. Il n'arrivait pas à m'attraper. Voilà, c'est pour ça qu'on avait deux personnalités très, très différentes, des mêmes parents. Et c'était assez presque comique dans la famille. Mais aujourd'hui, on dirait plus ça. Et mon frère a fait une très belle carrière d'ingénieur géologue. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on poussait les garçons, puis les filles, ben voilà, elles devenaient soit barbe bleue, soit bonne maman, bonne cuisinière, et puis ça s'arrêtait là, à l'époque. Il n'y avait pas d'ambition. Si on n'avait pas soi-même une grande ambition, eh ben, on restait sur le carreau de la cuisine. Mais si on avait été à l'école ménagère, on était plus à même de soutenir cette fonction. Laure, tu voulais réagir? Oui, je voulais prendre la défense de Françoise parce qu'elle... Je crois qu'aussi ta mère, dans le contexte, elle disait ça par rapport à ta gestion des affaires courantes. Il y avait aussi... ce que tu rajoutes aussi dans l'enregistrement, en tout cas, c'est que tu t'occupais beaucoup de la maison de campagne, etc. Ah oui, mais à l'époque, on n'avait pas la maison de campagne. Donc il y avait quelque chose de logistique aussi. Oui, après, c'est venu après ça. Et quant à vous, Muriel, vous vous faisiez passer pour un garçon lors des cours de danse. Je propose aussi d'écouter. Quand on avait 15-16 ans, on allait ce qu'on appelle cours de danse. C'était pour rencontrer des garçons puis apprendre à danser. En disant apprendre à danser. Mais en fait, c'était des endroits de flirt. Et puis alors, naturellement, les garçons, ils se précipitaient sur les filles sexy, etc. Puis nous, on était toujours les grandes gigues, là, derrière, à faire tapisserie. Puis on n'osait pas aller dire aux garçons, ben maintenant, danse avec moi, tu vois. On n'osait pas. Ou bien c'était toujours le boutonneux qui venait, c'était encore, tu sais, c'était très sexe derrière toutes ces approches. C'était affreux.
Et la seule fois où je m'étais vraiment amusée, c'est que je détestais aller là-bas. C'était le jour de l'escalade. Il fallait aller. Moi, souvent, je faisais semblant d'aller, puis je n'allais pas, en fait. Mais alors, j'avais pris le costume de mon frère. Hein. Je m'étais déguisée en garçon. J'avais pris une perruque. Et puis, j'étais allée comme garçon. Puis, je m'étais mis avec les garçons. Puis, ils me regardaient parce que, naturellement, ils ne connaissaient pas ce garçon. Ah, ils t'ont pas reconnu? Non, ils ne m'ont pas reconnu. Et puis, ils m'ont pas reconnu. Puis, quand ils ont commencé à dire, maintenant, choisissez vos danseurs, je me précipitais toujours sur la fille que tout le monde voulait. Et puis, je dansais avec la fille. Alors, du coup, tous les garçons, ils ont bien compris que c'était une femme, que c'était une fille. J'ai commencé à avoir beaucoup de succès. Alors, j'aurais dit, oh, foutez-moi la paix, puis je suis partie. Mais je me rappelle que j'ai compris, en somme, ce jeu de séduction, où, en somme, tu étais apprécié parce que tu intrigues. Muriel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces cours de danse qui aujourd'hui nous semblent aussi lointains? Enfin, Eh bien, qu'est-ce que c'était? Je pense que ici, les personnes de ma génération ont beaucoup connu ces cours de danse qui étaient en fait aussi un petit peu Bonne famille. bonne famille, voilà, exactement. Elle nous préparait au bal des bonnes familles aussi. Pour savoir faire un tout petit peu des pas de danse et la valse, etc. Mais aussi rencontrer des garçons, parce que en fait, on n'en rencontrait jamais si on n'avait pas de garçons dans son entourage familial ou cousinal, parce qu'on était entre filles à l'école, on était toujours entre filles. Et alors, en somme, voir des garçons, c'était très, très connoté sexe. Très, très flirt comme ça. C'était le seul espace de mixité finalement. Oui, c'était le seul espace de mixité. Et alors, ces cours de danse, je crois qu'il y en avait qui adoraient ça. Et puis moi, j'avais beaucoup de peine. Surtout que j'étais la cadette. Et mes 3 frères et sœurs avaient été avant moi. Puis on m'envoyait en disant, bah, toi, tu y vas aussi. Voilà. Et puis on ne te demande pas ton avis. Et en fait, je vous dis, j'ai souvent été au cinéma plutôt qu'aller au cours de danse. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai refusé d'aller au cours de danse à cause de ma grandeur. Parce que je n'avais pas du tout envie d'apprendre à danser avec des petits rats à terre qui m'arrivaient sous la poitrine. Voilà. Donc j'ai refusé, puis j'ai jamais aimé danser, mais ça c'est un complexe de femmes très grandes. Et Arlette et Jacqueline, vous avez connu les cours de danse aussi? Non, pas les cours de danse, mais les surprises parties. Qu'est-ce que c'était? C'était à domicile, on faisait ça. L'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre invitait. Voilà, ça se passait un peu en privé, je dirais. Mais quand vous Il n'y avait étiez, pas la disco. quand vous étiez plus jeune ou une fois mariée Non, à l'adolescence. Ok. C'était de l'adolescence, oui. Et Jacqueline, vous avez connu les cours de danse ou... Non, pas du tout. Ça dépendait Ah, mais peut-être j'en ai du eu milieu. un. Pardon? Tu te souviens quand on était au café à Jesolo? On prenait des vacances, enfin mes parents nous emmenaient à Jesolo, à côté de Venise, pendant 12 ou 13 ans. Et puis il y avait un jukebox. Et là, pendant le café de midi, il y avait des copains qui mettaient un disque. Et c'était l'époque du jazz, du bebop. Et là, on a beaucoup dansé. Mais c'était pas du tout un bal chic, non. C'était quelque chose de spontané, c'était bien. Très sympa. Et comment expliquer que certaines d'entre vous aient connu les cours de danse et d'autres non? Est-ce que ça dépendait du milieu dans lequel vous avez évolué et grandi? Je pense, peut-être. Oui. Mais ma soeur, elle s'est mise à danser toute seule. Même quand elle était petite, alors après, elle avait l'occasion. J'étais très admirative. Je dansais pas mal, mais c'était pas ma spécialité. Moi, non, c'était l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez où ils nous balançaient par-dessus leurs bras. Enfin, c'était presque un cours de gymnastique. Mais c'était sympa, quoi. Arlette et Françoise, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport aux cours de danse ou... Non, c'était plutôt une question de classe de la société à laquelle de classe de la société à laquelle on appartenait, il me semble. Mais peut-être que je me trompe. Et en 1981, le principe d'égalité homme-femme est inscrit dans la Constitution.
Vous aviez alors 40 ans, sauf erreur, et 10 ans plus tard, comme rien ne semblait changer, les femmes se mettent en grève le 14 juin, et ce jour-là, vous étiez à l'anniversaire de Françoise. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment historique, et est-ce que vous aviez conscience en fait des enjeux de cette grève et des changements à venir à ce moment-là? C'est la question que je pose à moi, à tout le monde. Alors, Oui, moi, j'en avais vraiment conscience, tout à fait. Et je ne sais pas si c'était cette fois-ci ou l'autre, mais avec un des mouvements féminins dont je fais partie, eh bien, je crois que c'était les femmes diplômées des universités ou peut-être les unions chrétiennes féminines. Eh bien, j'ai commencé à défiler avec elles. On est parti de la plaine de Plainpalais. Et voilà, j'ai vu ce que c'était que d'être parmi 20 000 personnes. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui se passe, on attend des heures. Et je dois dire, j'en ai assez vite eu assez. Et alors, on partait de Plainpalais, et alors je me suis arrêtée au Bastion. Et là, je me suis assise sur un banc à côté d'un monsieur que je ne connaissais pas, et j'ai commencé la conversation. Et j'ai découvert que le féminisme, c'est bien joli, mais tout le monde n'y adhère pas. Parce que cet homme que je ne connaissais pas du tout, qui au départ faisait semblant, trouvait que c'était très bien, tout à coup, il a commencé à partir dans une autre direction et à me dire, en tout cas, jamais je me marierai. C'est épouvantable. J'ai des amis qui sont dans des situations effrayantes avec des femmes qui commandent. Et ils sont complètement écrasés. Ils ont des ennuis épouvantables. En tout cas, alors la femme, elle doit rester où elle est. Et puis, je me suis rendu compte que, eh bien, voilà, c'est bien joli de revendiquer, de vouloir être absolument, d'une manière assez violente, des femmes fortes pour elles-mêmes, mais qu'on est quand même, on est la moitié de la population, mais seulement la moitié, et que l'autre moitié, eh bien, les hommes, eh bien, il faut commencer à faire vraiment attention, parce que on est des partenaires, on n'est pas des adversaires. Puis après, tu étais bien contente de venir à ma fête. Voilà, exactement. Exactement. Et justement, vous, toutes les quatre, vous n'avez pas du tout le même rapport au féminisme et la même vision. Arlette et Muriel, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'étude sur le temps partiel que vous avez faite et nous rappeler un peu le contexte? Ah oui, alors ça c'était dans le contexte de l'association des femmes diplômées d'université. On avait fait un petit groupe de travail et on s'était interrogé sur le travail à temps partiel. En 1981, non? À peu près, oui. Alors, comme Laure nous a interrogés toutes les deux, ouais, on est venu à parler de ceci toutes les deux, mais sans se reconcerter, on a eu une approche assez différente parce que Muriel ne travaillait pas et moi je travaillais. Et je me souvenais pas, disons, de cet état de fait, mais ce que j'ai apprécié dans ce rapport, c'est que à la fin, les conclusions n'étaient pas du tout à 100% en faveur du travail à temps partiel, parce que moi travaillant, alors soit tout le monde réduit son temps de travail, on est tous à égalité, mais les femmes travaillant moins, elles étaient forcément reléguées à des tâches subalternes, ce qui n'était souvent pas intéressant. Donc moi j'étais contente qu'on n'arrive pas à la conclusion que c'était la panacée universelle. Tandis que Muriel, qui voyait les choses différemment, disait bah, c'est une façon d'entrer finalement dans la vie active de nouveau. Voilà. Mais c'est vrai que c'était assez productif, cette réflexion qu'on a faite. Oui, et nous avons cette réflexion, comme je le dis dans le podcast, elle a été poursuivie au moment, par exemple à Lausanne une fois, une grande journée, là, il y avait une grande foire à Lausanne avec une journée spécialement dédiée aux femmes, et il y avait une table ronde à laquelle participaient des personnalités comme Madame Dreyfus sur le temps partiel. Et puis, alors vous m'aviez envoyé, je représentais les personnes qui avaient fait ce rapport. Donc, les femmes avec un diplôme universitaire, est-ce qu'elles arrivent à continuer quand même leur activité? Est-ce que c'est possible ou pas à temps partiel? Et alors, bon, je défendais le point de vue. Et puis, en face, il y avait Madame Dreyfus qui était tout à fait opposée, justement en disant que c'était un trompe-l'œil et qu'en fait, c'était reléguer la femme dans un tiroir et puis que de toute façon, les ouvrières n'avaient pas le choix. Et puis d'un autre côté, il y avait aussi Madame Nanchen qui, elle, disait « Oui, c'est très bien de demander le temps partiel pour tout le monde, mais
Quand les hommes auront le temps partiel, ils iront au bistrot, ils ne vont pas aller au ménage. Elle était valaisanne, elle n'est pas folle. Voilà. Donc, c'était intéressant d'avoir. Et puis, je dois dire que pour moi, qui n'avais pas l'habitude de m'exprimer en public, c'était un bon exercice parce que je m'apercevais qu'il fallait avoir de la répartie et que ce n'était pas toujours très facile. Jacqueline et Françoise, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Muriel et Arlette? Est-ce que vous partagez aussi la même vision du féminisme? Vous avez des visions différentes justement, mais quelle vision avez-vous? On a vécu le féminisme, mais dans l'ombre. Dans l'ombre. Moi, je ne suis pas du tout militante. Et je n'ai pas du tout participé à tous ces mouvements-là. Parce que ça ne me parlait pas, j'en avais pas besoin. Mais vous aviez quand même conscience des enjeux qu'il y avait derrière. J'étais très fière la première fois que j'ai eu le vote cantonal, quand on avait 20 ans, et quand on a eu le vote fédéral, j'étais ravie de participer, et je vais toujours voter pour donner mon petit grain de sel, mais voilà, mais sans passion, forcément. Et Jacqueline? Moi, j'ai eu mon père qui a été député pendant quelques années. Je ne peux pas dire que ça m'a beaucoup marqué. Et toi? Ouais. Enfin, il avait des idées politiques, en tous les cas, que j'ai pu partager par la suite. Et je ne peux pas dire que je me suis passionnée, mais quand même, je suis la politique dans les journaux, comme je lis beaucoup. Donc, l'intérêt est là. Mais je ne peux pas dire que j'ai participé. J'ai eu une fois l'occasion de servir un tout petit peu la ville quand j'étais au conseil. Comment il s'appelait déjà ce conseil? Je ne sais même plus. Oui, conseil économique. Conseil économique et social. Oui. Voilà. J'ai trouvé que c'était pas mon truc. En tous les cas, je m'ennuyais beaucoup, même s'il y avait des projets. Il faut être très patient en politique, il faut avoir beaucoup de ténacité. Parce qu'il y a tellement d'aspects à considérer que, oui, moi, je n'avais pas toutes les qualités qu'il aurait fallu pour être comme ça. On m'a proposé, mais heureusement que j'ai dit non. Ça aurait été une catastrophe. Arlette, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, moi, je pourrais ajouter que pour avoir eu une profession, en fait, à l'époque, essentiellement masculine, j'avoue que je faisais presque plutôt profil bas. Dans ce sens que ce n'était pas la peine, en plus d'afficher des convictions féministes. J'en étais totalement convaincue, alors je n'avais aucune hésitation sur le sujet, mais j'évitais d'aborder des sujets trop féminins et surtout féministes. Je restais un petit peu à l'écart. C'était plus... Lorsqu'on a eu le droit de vote au niveau cantonal, après j'ai parti travailler pendant 2 ans à Bâle. Et là, il y avait des discussions animées sur le droit de vote. Moi, je m'écartais parce que j'avais fait le tour de la question. Ça ne m'intéressait plus du tout. J'étais totalement convaincue. Mais ce n'était pas pour aller faire des cortèges ou des manifestations. Voilà, c'était dans ma pratique quotidienne, en fait, que je le mettais en œuvre, ce concept. Et Laure, est-ce que cette vision du féminisme, ces différentes visions du féminisme t'ont étonnée en faisant ce podcast ou... Non, étonnée, non, pas du tout. Après, ça m'a intéressée, juste intéressée de manière... ça m'a intéressée, je disais, de manière assez neutre, en fait. Ce que je trouvais très impressionnant dans leur parcours, à toutes, c'est que, et c'est ce que je dis à un moment donné dans une voix off du projet, c'est qu'on parle beaucoup toujours des pionnières qui ouvrent la voie, qui se battent pour des combats, pour faire changer les lois, qui se battent vraiment de manière très public, en fait. Et au fur et à mesure des discussions, j'ai l'impression qu'on pouvait aussi, et que c'est ce que vous avez toutes fait, c'est ouvrir la voie au niveau privé, en fait, au niveau plus intime et personnel, et que du coup, ces combats du quotidien que vient de décrire Arlette avec l'architecture, je pense qu'être femme architecte urbaniste dans les années 80, c'était sacrément féministe, en fait. Mais aussi Muriel en soutenant un homme politique, ou Jacqueline en étant professeure aussi. Ou Françoise même dans tous ses voyages, ou le fait qu'elle a repris les études à 42 ans. Enfin, chacune avait à son échelle une manière d'ouvrir la voie
pour moi ou pour toi ou pour toutes les filles plus jeunes qui sont ici. C'est-à-dire que si elles n'avaient pas fait tout ça au quotidien, tous les jours, je ne suis pas sûre que je serais aujourd'hui assise ici, tu vois. Oui, on n'a pas du tout effleuré le cas du divorce, puisqu'on est divorcés les 4. Eh bien, ça, c'était une situation qui n'apparaissait pas en 1910 ou 1920, que 4 amis soient les 4 divorcés. Donc, la façon dont on l'a géré, bien ou mal, mais dont on s'est sorti, avec comme une espèce de coup de pied dans le derrière pour continuer à avancer. Et ça, je trouve qu'il faut se dire que ce n'est pas parce qu'un mariage échoue que notre vie est perdue et qu'elle représente zéro, pas du tout. D'où l'importance d'avoir en tant que femme une bonne impression de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut apprendre encore. Et la liberté de choisir ou non aussi, justement, la liberté de pouvoir divorcer, enfin le droit de divorcer. Oui, et pour moi d'avoir des modèles, en fait, des modèles du quotidien, des modèles différents aussi. Je pense que être féministe, c'est pas de se dire que toutes les femmes doivent faire des carrières à des postes à responsabilité. En fait, il y a d'autres choix possibles et c'est ça que je questionne. Mais je trouve que quand même, c'est intéressant en documentant la vie de femmes de voir tous les combats qu'il y a tout le temps, et que si vous les aviez pas faites, vous toutes dans la salle, en fait, aujourd'hui, où est-ce qu'on en serait? Et on est dans une période où il y a quand même quelques retours en arrière qui pointent le bout de leur nez. Et du coup, ça veut dire que notre génération va falloir continuer. Et du coup, en ça, je trouve que raconter l'intime devient très politique. Et pour parler un peu plus d'intime et en revenir à votre amitié, je vous propose d'écouter un court extrait. Voilà. Alors, ce que je voulais te montrer, j'ai retrouvé cette photo et je trouve que c'est amusant de voir une photo. Ça, c'est ma maman avec ses 3 copines, tu vois, ses trois meilleures amies, années 50, je pense. Et puis ça, c'est nous. Mais c'est Arlette qui a pris la photo, il y a son chien. Et puis, tu vois, c'est le même genre de photo, les 4 amies. Je trouve que c'est amusant. Comme l'histoire se répète, comme l'histoire continue. Alors, ta maman, elle s'appelait comment? Simone. Ouais. C'est la 2e. Ouais. C'est celle Tu la reconnais? Oui, parce que tu viens de me montrer une photo d'elle en haut. Et tu la reconnais? C'est laquelle d'après toi? Celle qui est la 2e, avec Pas les boutons. Non, pas du tout. C'est la plus grande. C'est celle-ci. Ça, c'est ma maman. Donc, tu vois, j'ai bien fait de poser la question. Ah non, alors j'aurais pas dit. Pardon, Simone. Mais je trouvais la similitude. On a plusieurs photos, j'en ai beaucoup avec Arlette. Là, il n'y a pas Arlette, c'est elle qui prend la photo. Il me semble que c'est l'autre Françoise, alors. Oui, c'est l'autre Françoise, celle qui est décédée très jeune, dans les 5 ans. Elle avait même pas 60 ans, elle avait dans les 50 et quelques. C'était une très chère amie. Et... Alors, l'amitié, elle a commencé d'abord avec Arlette. Arlette, je la connais depuis 65 ans à peu près. Tu te souviens, alors, où tu l'as rencontrée? À l'école secondaire. Ah, à l'école secondaire. Ouais. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler donc, de votre amitié à toutes les 4, du coup, et puis depuis combien de temps vous vous connaissez chacune? Donc avec Arlette, on vient de l'entendre, mais avec les autres amies. Ce qui est très spécial dans notre amitié, c'est qu'on a des fortes personnalités, on a des sales caractères, et on le dit, et de temps en temps, il y a des petits éclats, mais il y a une profondeur d'amour entre nous qui passe très bien. On arrive toujours à s'en sortir. Tu trouves qu'on a un sale caractère? Qu'est-ce que t'as dit? Non, Tu peux débrancher ton micro si tu veux régler tes Comment? comptes. J'ai pas compris. Si tu veux régler tes comptes, c'est peut-être le moment maintenant. Non, mais moi je trouve qu'on... Non, mais elle est belle, cette amitié. Elle est magnifique. Et Jacqueline, dans le podcast, vous dites que c'est une amitié élective de partage et d'affinité intellectuelle. Est-ce que... Ça fait un peu snob de dire ça. Ouais. T'es nos bas bleus, tiens. Ça fait bas bleus. Mais c'est vrai quand même. On n'a jamais parlé de nos petits ennuis de ménage. Ah, tu sais, mon frigo ne va plus. Et puis j'ai brûlé une sauce. Jamais on a parlé de ça. Ou brûler les sauces. Comment? Il y en a une qui est assez bonne pour nous parler de brûler les sauces. Ah bon?
quand elle nous sert à manger. Ah oui, oui, parce qu'elle nous explique. Oui, elle nous explique, voilà. Non, la cuisine est importante. Non, mais moi, je trouve que on a chacune, disons, une relation, on n'a pas les mêmes degrés, longueur d'amitié et degré d'amitié, les quatre ensemble, mais je trouve que celle qui nous a fait le lien, c'est vraiment Françoise. C'est Françoise. Françoise est une personne de lien qui... On va sortir notre bouquin, Françoise. Oui, voilà. On vient de faire une petite... C'est elle qui nous a rassemblés, voilà. Alors, toi, je ne te connaissais pas avant de connaître. T'as patienté. De connaître, voilà. Arlette, on s'était connus déjà par nos associations. Et puis, toi, Françoise, je t'ai connue par Narguilé de Jean, puisqu'on a... Narguilé de Jean, et puis la nautique. Et puis la voile, parce que ton père faisait beaucoup de voile, et puis moi, j'en faisais aussi. Et j'avais même prêté mon bateau, j'étais très fière. Et puis Jacqueline, on s'est rencontrés à travers l'association suisse des parents adoptifs. Oui. Oui, mais ton micro. Oui, d'accord, pardon. J'oublie. Donc, Jacqueline et moi, nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire de l'association des Suisses des parents adoptifs, où on était toutes les deux actives dans le comité. C'était dans le comité, non? Non, oui, ouais, on était dans le comité. Et puis, c'était très intéressant parce que moi, j'avais aucune expérience de ce côté-là et j'avais envie de m'investir et j'avais envie de faire quelque chose. Et je suis allée à la première soirée de l'Assemblée générale de l'Association des parents adoptifs et j'ai posé une seule question. C'est la première fois que j'y allais, et j'ai dit quelle est l'attitude des parents adoptifs, de l'association des parents adoptifs, par rapport à l'avortement. Branle-bas de combat. Je suis sortie on m'a répondu de diverses manières en disant qu'on ne s'impliquait pas dans ce problème-là. Et ensuite, quand je suis sortie de l'Assemblée, on m'a dit « Est-ce que ça vous intéresserait de faire partie du comité ?» Une question typique. Et puis voilà, donc, et puis Jacqueline en faisait déjà partie, donc c'est comme ça qu'on s'est connus, donc on était déjà adultes. Les autres amitiés datent plus de l'adolescence, mais c'est long quand même, à l'âge que nous avons, d'avoir gardé toutes ces amitiés si longtemps, et belle amitié. Et vous étiez quand même engagé à travers ces combats-là, quelque part, quoi. Et toi, alors, qu'est-ce que tu as appris par ce podcast? Quelle est la recette, finalement, d'une belle et longue amitié à plusieurs? Alors, non, ce que je voulais juste dire aussi par rapport au contenu du podcast, c'est que j'ai enlevé aussi tout ce qui est... Enfin, j'ai concentré les récits sur l'amitié et leur parcours personnel. Et je veux quand même dire par rapport aux familles qui sont là et qui pourraient écouter que j'ai enlevé toutes les mentions des proches, des enfants, etc. Donc elles parlent beaucoup quand même de leurs enfants et elles parlent aussi beaucoup d'autres choses, mais j'ai quand même enlevé tout ce qui avait trait au vide, à part celles qui me paraissaient vraiment importantes, on y reviendra. Mais voilà, donc pour respecter un peu la vie privée. Et puis ce que j'ai appris par rapport à l'amitié, c'est vrai que le point de départ, c'est... Moi, j'ai pas de groupe d'amis. J'ai beaucoup de mes amis qui sont là, bonjour, que j'aime très fort, mais qui ne forment pas un groupe homogène en soi. J'aime bien les réunir, les présenter. Mais j'avais jamais eu, comme Olivia, par exemple, qui est ici et qui a des copines depuis la nuit des temps, qui s'identifie peut-être, et qui a grandi comme ça avec ses copines depuis, je sais pas, leurs 15 ans, et qui forcément à 85 ans pourraient être assises ici parce qu'elles sont soudées. Moi, j'ai pas ça, donc je regarde toujours ça avec une sorte de fascination presque anthropologique. Comment est-ce qu'on fait, en fait, pour avoir un groupe, et est-ce que j'en ai envie? Parce que je suis pas sûre d'en avoir envie. Et c'est vrai que ce que j'ai appris, c'est peut-être... Oui, je développe dans le podcast, c'est que j'ai toujours l'impression que les groupes, ça peut... Pour moi, ça pouvait un peu m'enfermer dans un rôle ou une sorte de cliché de moi-même. J'avais toujours envie aussi d'être assez libre, de pouvoir aller où je voulais, et de ne pas avoir trop de contraintes. Mais ce projet m'a quand même fait beaucoup, beaucoup évoluer sur cette question-là et revaloriser vraiment nettement l'amitié
Et je demande beaucoup à Françoise ses recettes pour une amitié pérenne parce que j'ai vraiment envie d'y arriver. Mais c'est vrai que j'ai peut-être pas toujours su prendre soin des amitiés et la manière dont Françoise le fait. C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du soin, d'y mettre de l'importance. Je pense que dans ma vingtaine, j'avais d'autres préoccupations. Et que c'est vrai que c'est des périodes où la vie va vite et elle est très remplie et qu'il faut prendre soin des gens, en fait. Et qu'il faut prendre soin. En habitant à Genève, j'avais toujours l'impression que les gens, j'allais les recroiser dans 2 minutes. On se dit au revoir à une soirée, puis on se recroise dans 3-4 jours. Puis en fait, au bout d'un moment, la vie passe et on se revoit plus parce que les occupations font qu'on se perd de vue. Et il y a quelque chose qui... Ouais, j'ai compris quelque chose qui était très fondamental et très important. Donc merci Françoise et merci à toutes. Laure a fait un peu une thérapie, je pense, pendant ces 2 années. C'est le point de départ, en fait. Je crois que j'ai enlevé la phrase où tu me demandes si c'est ma thérapie au montage. Et à la fin, j'y réponds quand même si je l'ai enlevée au montage, je ne savais plus où elle était. Oui, c'était un peu ma thérapie, mais que j'espère que mes questionnements vont être quand même universels et servir à d'autres personnes. Mais oui, j'ai fait ma thérapie sur l'amitié, j'ai fait ma thérapie sur beaucoup de choses. Et voilà, mais c'est une manière comme une autre de travailler. Et parmi vos points communs se trouve évidemment votre goût pour la lecture et vos rendez-vous à la société de lecture. Quelles lectures vous ont un peu influencé ou sur lesquelles vous avez échangé, par exemple ? On échange en général sur le livre du moment, celui qu'on a dans les mains, mais ça c'est la question qui est redoutable, je trouve, parce que c'est un ensemble, la lecture. Alors, mais vous citez plusieurs ouvrages aussi dans le podcast. On en cite plusieurs, oui. Enfin, Jacqueline a parlé de Catherine Safonov tout à l'heure. Moi, il se trouve que je me suis engagée depuis, ça fait 2 ans maintenant, dans une association qui s'appelle Lecture et Compagnie. Et c'est une association qui vient au-devant de personnes qui ne peuvent pas lire pour divers motifs. Et on m'a désigné, suite à une petite interview, etc., on m'a désigné une personne à qui je fais la lecture. C'est un monsieur qui était scénographe, qui a eu un AVC et qui est frappé d'aphasie. Il ne peut plus parler, il ne peut plus lire, il ne peut pas dessiner. Et je lui fais la lecture. Alors j'ai commencé par lui lire, parce que j'étais missionnée pour lui lire le journal. Alors j'ai découvert le courrier, parce que je ne lisais pas le courrier. Assez bien écrit, je dois dire, je reconnais. Mais il s'est lassé autant que moi. Donc on a commencé à prendre des livres. Et on a pris notamment un livre de Catherine Safonov, qui s'appelle La Fortune. Je crois que c'est son dernier. Et c'est un livre dans lequel elle a le même âge que nous. Et elle décrit de quelle façon elle a dû quitter sa maison. Et il y avait quelque chose qui matchait bien avec cette personne. Et il se trouve, parce qu'on a de la peine un petit peu à se parler, mais quand même, on se comprend. Et j'ai découvert qu'ils la connaissaient. Ils ont été voisins à un moment donné. Donc voilà, c'est des liens comme ça que crée la lecture, qui sont extraordinaires. Non seulement ça ouvre la tête parce qu'on lit des choses, mais tout à coup, ça crée des liens. Et justement, Laure, tu as appelé ton podcast Les femmes qui lisent. Pourquoi ? Oui, parce qu'en fait, un jour, j'étais chez Jacqueline et elle a une magnifique table basse en verre avec plein de beaux ouvrages dessous qui sont rangés Il n'y a comme ça. plus de place. Mais... Ouais. Ah, voilà. C'est vraiment un appartement envahi par les livres et tous les meubles sur lesquels on peut les poser. Mais Voilà. tout à coup, je m'imagine comment je pourrais vivre dans une maison sans livres. Je ne crois pas que j'y arriverai. Là, sur la table, dessous, en fait, je prenais un peu des photos pour illustrer, des fois j'y pense. Et il y avait Les femmes qui lisent sont dangereuses de Laure Adler. Et j'ai pris cette photo et à côté, il y a un autre livre qui s'appelle Les Invisibles, juste à côté. Comment il s'appelle ? Il y a un autre livre où c'est une collection Les Invisibles. Oui. Et j'ai cette photo comme ça avec mon reflet dans le miroir, ouais. les lunettes de soleil de Jacqueline, une tasse de thé. Puis, je sais pas, pendant longtemps pour les recherches de fond, ça m'a servi d'illustration du podcast. Et je cherchais un titre et je trouvais que Les femmes qui lisent, ça correspondait à une sorte de quelque chose d'assez symbolique qui ralliait un peu beaucoup de gens en fait. Oui, ce titre, il est surtout associé à Laure Adler. Parce que Laure Adler, c'est un clin d'œil. J'espère qu'elle appréciera. Toutes sortes de choses pour toutes sortes d'émissions. Je ne vais pas dire ce qu'il ne faut pas dire maintenant. Mais
C'était une journaliste exceptionnelle, je trouve, vraiment. Et Les femmes qui lisent sont dangereuses, le livre, c'est des représentations, en fait, d'œuvres d'art. Elle a fait le livre avec quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom, et c'est des sélections d'œuvres d'art de femmes dans l'histoire de l'art qui lisent des livres. Et la couverture, c'est une femme qui vraiment challenge, qui regarde droit dans les yeux. Et je trouvais que ce regard de défi était bien. Et puis après, j'ai testé, j'avais d'autres titres possibles. En fait, c'était un titre de travail et j'avais d'autres titres possibles en tête. Et c'était celui qui ralliait le plus les gens. En fait, il disait, les femmes qui lisent, moi aussi je lis. Ben, viens écouter le podcast. Et du coup, il y avait quelque chose d'assez agréable et d'assez facile. Et puis voilà, puis je me suis dit que le clin d'œil était autorisé et que du coup, la référence était pas mal aussi. Et qu'elles ne sont pas dangereuses. Il faudra écouter le podcast pour en être sûr. Et mesdames, quand Laure vous a approché avec ce projet de podcast, est-ce que c'est un peu ce que vous imaginiez comme tournure ? Non. Vous pouvez développer, madame. Non, moi, j'étais très surprise, je dois dire. Ça devait être d'abord des vidéos. Un film, voilà. Bon, alors on est un peu parti là-dessus. Oui, il y a attention, il y a les metteuses en scène dans l'assistance. On va se faire repérer. Non, j'étais assez sceptique tout au long de ces entretiens, ça je dois bien le dire. J'admire le travail de Laure, je dois aussi le dire. Cette thérapie lui a été bénéfique, mais à nous aussi. Parce qu'elle nous a fait parler de choses dont on n'a pas parlé, mais qui étaient là, si on veut bien. Elle cherchait des définitions, des origines et tout. On ne s'est jamais posé toutes ces questions entre nous. On a simplement vécu tranquillement cette amitié au cours des années. Je dirais encore quelque chose au sujet de cette amitié, c'est que justement, le grand nombre des années fait qu'il y a un approfondissement qui est très rassurant et qui calme. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment un cadeau, là. Moi, je dois dire que quand tu m'as approché, moi, j'aime assez les choses nouvelles. Je trouvais amusant que cette jeune femme qui couvrait l'événement, le Forum des citoyens, m'approche et puis me dise des choses qui me flattaient aussi. Tu étais très habile. Et puis, j'ai toujours eu l'habitude, un peu, quand on me propose quelque chose, plutôt d'être positive, à moins que la chose vraiment soit ridicule, d'être positive, de dire, mais pourquoi pas, je pourrais essayer, on pourrait essayer, et je pourrais proposer ça à mes copines. Je pourrais proposer cette idée à mes copines. Tu vas nous faire encore ce truc ou bien? Alors, maintenant, il va falloir un nouveau projet. C'est ce que je disais à Françoise, on a fini ce projet, il nous en faudrait un nouveau. Mais c'est vous qui choisirez. Et alors, on s'est vus, et puis je vous en ai parlé, mais c'était encore assez vague. C'était l'histoire d'un film, et puis sur l'amitié. Et c'était un peu, enfin, comme toujours quand on s'embarque dans quelque chose, c'était vague pour toi aussi, au départ. Et alors, je vous ai dit, mais réfléchissez bien, j'aimerais pas que ce soit à cause de moi qu'on s'embarque là-dedans. Alors on s'est embarqué dans une aventure, à cause de toi. Et je dois dire que j'en ai fait quelques nuits blanches parce que j'avais peur que ça casse notre amitié. Que pour finir, on en vienne à se raconter des choses épouvantables et qu'on se dise « je ne veux plus jamais te voir ». Et alors, je suis contente qu'on a réussi. Grâce à Laure, il y a eu des moments assez tendus, mais tu as réussi à nous comprendre. Et puis, je te félicite surtout parce qu'à un moment donné, on t'a mis un ultimatum, on t'a dit « maintenant, on en a marre, il faut qu'à la fin de cette année, ce soit sous toi ». Et puis voilà, c'est sous toi à la fin de l'année, bravo. Et ça s'est développé en quelque chose qui nous a complètement dépassés, les unes et les autres, dont on a essayé d'avoir un peu contrôle, mais à un moment donné, il a fallu abandonner. Il fallait te laisser quand même la main, parce que c'est ton travail, et puis c'est toi qui vas assumer la responsabilité. Nous, on n'est que des protagonistes, et puis vous pouvez aimer ou pas aimer ce qu'on vous raconte, mais c'est quand même elle qui a choisi.
Voilà. Voilà, alors les applaudissements, c'est pour Laure. Et Laure, c'est ce que tu imaginais? Ouais, alors moi, il faut que je revienne un peu sur la jeunesse du projet, donc je profite. Donc déjà, encore merci. C'était difficile, mais on y est arrivé. C'était ça la phrase de départ. On va y arriver. On y est arrivé. Donc bravo à nous. C'est vrai qu'au départ, au Forum Citoyen, je travaillais avec une fille qui fait de la vidéo, qui s'appelle Émilie, et qui était d'accord aussi de filmer, parce que moi, je voulais montrer des femmes âgées à l'image. Je me disais qu'il fallait les montrer. On ne les voit pas, il faut les montrer. Émilie est partie vivre aux États-Unis, enfin, elle était en déménagement. Et du coup, il y a eu aussi des réticences chez vous de ne pas faire un film parce qu'elle ne voulait pas se montrer. Alors après, moi, j'ai l'association Reportage qui fait de l'audio, ça tombait bien. Pourquoi pas faire un podcast vu que je fais des podcasts? Mais au début, j'avais cette idée d'image qui était trop pour moi, en fait. En fait, c'était trop... qui était trop pour tout le monde. Donc, en fait, l'audio tombait très bien et le podcast allait très bien. C'était juste compliqué par rapport à ce que j'imaginais. Voilà, parce que j'imaginais quand même quelque chose d'assez simple. Évidemment, sinon, j'aurais pas commencé. Et là, j'ai commencé les entretiens préliminaires et je me suis retrouvée en me disant, de toute façon, ce sera vidéo ou audio, j'aurai quand même un matériel pour écrire les dossiers, parce qu'il faut toujours écrire les dossiers. Et écrire les dossiers, c'est écrire l'histoire. Donc Arlette pensait que j'avais aucune structure, c'est pas vrai. J'ai structuré tout le récit J'ai structuré tout le récit, j'ai écrit tout le scénario pour les dossiers, pour avoir des recherches de fond qui fassent sens. On est assez proche des recherches de fond. Il manquait juste quelque chose par rapport au dossier, c'est où moi je me situais. Et c'est là où le projet est devenu très compliqué pour moi et que j'ai dû vraiment passer des mois et des mois et des mois à laisser reposer et décanter. Parce que déjà, ce que vous racontiez était extrêmement puissant. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'inédit pour moi. Je me suis dit, mais c'est incroyable, ça j'ai jamais entendu, ça j'ai jamais entendu, ça j'ai jamais entendu, ça j'ai jamais entendu. Et je me suis dit, mais je peux pas couper. Non mais vraiment, je peux pas couper. Et voilà. Et du coup, un jour, quelqu'un m'a dit, moi, j'aimerais que tu coupes pas. Alors, j'ai coupé énormément, mais c'est très long. 12 épisodes. 9 heures d'écoute. Voilà. Du coup, c'est 9 heures. Et du coup, il y a aussi ce truc que je disais en introduction, que j'ai dû trouver, moi, quel personnage je suis. Et ça, c'était très long. Et c'est pour ça que la structure du récit, avec les thèmes... les fiches personnages, etc., de quoi chacune va parler, c'était à peu près clair. Par contre, ce qui n'était pas du tout clair, c'était où moi j'allais être. Et c'est là où le projet a pris une dimension un peu supplémentaire. Et après, j'ai dû me mettre aussi, moi, par rapport à mes zones d'ombre, parce que je ne suis pas non plus toute lisse. Et, voilà. Donc, j'ai dû aussi assumer certaines questions que je pose, où je voyais que j'allais trop loin, que là, c'était vraiment personnel. Du coup, je raconte où j'en suis aussi dans ma vie à ce moment-là pour comprendre pourquoi je pose certaines questions. Et je trouve que ça équilibre et ça permet aussi de camoufler certaines réponses et tout. Mais donc, à la fin, j'ai fait 12 épisodes qui suivent toute l'évolution de la vie d'une femme. Pascal m'a aussi vachement aidée pour la structure parce que j'avais tous ces blocs. Et puis après, j'ai coupé là-dedans. Mais c'est vrai que j'ai décidé à un moment donné que ce serait un peu un feuilleton audio plus qu'une pièce, quoi. Et puis parce que 4 vies plus la mienne, ça fait beaucoup de monde. Hein. Et puis l'histoire de ton fil rouge à travers ta grand-maman, c'est magnifique. C'est une trouvaille. Merci beaucoup. Ouais. Et à travers ce projet aussi, vous avez tout appris quelque chose sur vous et sur les autres. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Qu'est-ce que ça vous a appris? Que Jacqueline avait fait l'école ménagère. Tu savais pas? Oui, mais ça se voyait pas. Qu'est-ce que tu as dit dans ta première question? Que tu avais fait l'école ménagère, médecin de maman. Ah oui, que tu continues à me fréquenter, ouais, c'est ça quand même. Toi alors peut-être, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi et puis sur l'amitié aussi? Sur l'amitié, j'ai déjà, je crois, un peu répondu. Sur moi, je crois que moi, j'avais quand même cette idée que j'avais vers mes 40 ans et que j'avais pas fait certains choix obligatoires.
et que ça me perturbait quand même passablement. Donc je crois que ça m'a assez libérée par rapport à ce qu'on appelle les injonctions. C'était ta thérapie un petit peu. Oui, oui. Après, je fais une autre thérapie à côté. Si. Tout ça est pris en charge. Mais surtout, je crois que ça m'a aussi vraiment touchée à quel point vous vous êtes ouverte par rapport à moi, la confiance que vous m'avez faite, tout ce que vous avez livré. J'ai aussi découvert par rapport à moi que les gens me parlent beaucoup. J'avais... Ouais, mais... Tu es redoutable. Mais ça, je savais pas, et c'est un vrai talent, mais c'est aussi assez dangereux. Donc, j'ai aussi vu qu'il faut que je fasse un peu attention à certaines... à la force, à l'amplitude que ça peut prendre. Du coup, après, j'ai aussi enlevé pas mal de choses qui me paraissaient trop intimes, qui allaient trop loin. Peut-être pas tout, voilà. Et... ouais, je crois que ça m'a aussi appris à... T'as fait évoluer un petit peu ce projet. Oui, et j'espère que ça vous fera aussi évoluer, à part ça, tout le monde ici, parce que je pense que c'est des récits qui sont profondément humains et beaux et drôles, et je pense que c'est important aussi de se rendre compte qu'on a toutes et tous des vécus très différents, et que tout est OK, en fait, et que tout est valable, et qu'il n'y a pas un modèle à suivre et une manière de faire qui serait juste ou fausse, ou des choix qui seraient bons ou mauvais. En fait, je suis sortie d'une forme de binarité intellectuelle dans laquelle j'étais peut-être un peu enfermée. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Mais moi, je peux ajouter que j'ai eu très peur, vraiment, de la peur de Muriel de porter atteinte à leur amitié. Et, parce que je voulais que ce soit un projet rassembleur et pas quelque chose qui divise. Et de vous voir toutes aujourd'hui, ça me met du baume au cœur. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce que vous pourriez simplement répéter, j'ai peut-être pas tout compris, la structure que prendra ou va prendre ce podcast si on l'écoute sur une plateforme? Ça sera sous forme d'épisode? Oui, alors Madame demande la structure qu'aura le podcast. Donc j'ai choisi d'en faire 12 épisodes. Il y a un prologue qui est déjà en ligne depuis jeudi, qui est une lettre à ma grand-mère, qui explique pourquoi ça commence comme ça. Et après, c'est 12 épisodes. Le premier, c'est naître. Le dernier, c'est renaître, avec toutes des étapes que j'ai choisies pour la vie d'une femme, ou d'un homme d'ailleurs. Et à chaque épisode, c'est l'une d'entre elles qui est mise en avant, et c'est son témoignage. Donc, par exemple, naître, c'est naître, Muriel. Comme ça, vous aurez l'indication de qui parle. Parce qu'au bout d'un moment, il paraît qu'on mélange les voix à l'audio, vu qu'on ne les voit pas. Mais c'est un peu égal. Et voilà, et du coup, on suit une forme d'évolution plus ou moins chronologique de leur vie. Et on suit aussi, surtout, mon évolution par rapport aux questionnements qui se posent. Voilà. Et il y aura un épisode, vu qu'à chaque fois elles sont en bloc de 2, ce sera mardi, jeudi, mardi, jeudi, mardi, jeudi, et ça peut s'écouter donc sur le site de l'association, reportage.ch, reportage au singulier, et si vous êtes abonné à Spotify par exemple, ou Apple Podcast, il y a quoi d'autre, Spotify, ou YouTube aussi, vous pouvez aussi suivre le projet sur ces plateformes-là. Mais souvent, les gens, à partir d'un certain âge, c'est plus simple d'aller sur reportage.ch et de regarder. Derrière vous, j'en profite pour dire, il y a des flyers avec un QR code que vous pouvez aussi scanner et retrouver les épisodes. Voilà. Et si vous avez des problèmes, appelez Muriel, parce que maintenant, elle est à un niveau technique qui m'impressionne. Grâce à mes fils. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Moi, je me demandais, vu que ça s'appelle Les femmes qui lisent, quelle est la période de votre vie où il a été le plus difficile de pouvoir continuer à lire ? Alors, je répète la question. Donc, Alice demande quelle est la période de votre vie où vous avez eu le plus de difficultés à lire, en sachant que le podcast s'appelle Les femmes qui lisent. Arlette, avec le micro. Je dirais jamais, parce que je n'ai jamais arrêté de lire. Et vous avez toujours eu le temps ? Oui. Alors la découverte
Quand on cesse toute activité et qu'on arrive à la retraite, c'est une merveille parce que tout à coup on peut lire 2 jours. Il y avait une autre question. Je ne veux pas faire spoiling, demander des choses que peut-être c'était prévu de l'entendre dans le podcast. Mais je voulais savoir, comme Laure a dit, la difficulté de choix dans la vie. Est-ce que je peux me demander, selon vous, votre opinion, quelle est la typologie de choix les plus difficiles que, selon vous, vous avez dû faire pendant votre vie? Alors la question, c'est, sans spoiler le projet, ça va aller, c'est de revenir sur la question des choix et quels sont les choix qui ont été les plus difficiles à faire dans votre vie. Une question que je vous pose très régulièrement, effectivement. Est-ce que l'une d'entre vous voudrait répondre? Il me semble que, en tout cas pour moi, les choix sont venus comme des évidences. Tout à coup, on se trouve face à une situation où c'est un mur, où il y a quelque chose qui doit se passer. Et on ne choisit pas toujours d'une manière très consciente. En tout cas pour moi, c'était comme ça. Mais on prend un chemin plutôt qu'un autre. Mais je crois que ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai toujours pris un chemin. Je ne me suis pas trop arrêtée. C'est ce que je dis toujours dans la vie. Eh bien, c'est normal qu'on se trompe. C'est comme un parcours de concours hippique. Vous partez, la cloche sonne, c'est la naissance, et puis vous commencez, et puis il y a des obstacles. Alors les obstacles, eh bien, il y en aura forcément. Et puis c'est des choix, ça, souvent c'est des choix. Alors quelquefois vous faites tomber les barres, hein. Ben, tant pis, on continue. Mais on prend, contrairement au concours hippique, où vous êtes obligé de prendre l'obstacle suivant, ben, vous pouvez changer de votre chemin et prendre un autre chemin, mais ce n'est pas forcément voulu. Mais voilà, vous la prenez, après vous continuez. Ce qui est embêtant, c'est quand on commence à hésiter à s'arrêter et qu'on fait du surplace. Parce que toi, à un moment donné difficile de ma vie, c'est toi qui m'avais dit, maintenant tu fermes beaucoup de portes, mais tu verras, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Et ces portes, j'étais obligée de les fermer parce que sinon je me perdais. Et c'était très difficile. Mais en effet, après, ben, il y a d'autres portes qui se sont ouvertes et puis la vie était beaucoup plus facile. Mais souvent, je ne crois pas que les choix sont toujours conscients au moment où on les fait. Enfin, je veux dire, on ne les fait pas de gaieté de cœur. Il y a un événement qui qui favorise de prendre un autre chemin à un moment donné. Monsieur, vous aviez une question? Oui, c'est pas forcément une question, c'était plutôt en fait une sorte de témoignage d'auditeur, enfin privilégié qui a eu la possibilité d'écouter et surtout d'accompagner ma mère en fait dans le cadre de ce très joli voyage. J'aimerais juste souligner un point, c'est que aussi pour encourager les personnes en fait à écouter le podcast, moi j'ai appris énormément de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises et qui sont évidemment sur les péripéties de la vie de ma mère que je ne connaissais pas. Donc, merci à Mme Gabu d'avoir su poser des questions que je n'ai jamais posées les questions moi-même. Exactement, donc merci de ce côté-là, effectivement. Mais ce que je voudrais souligner, c'est le fait qu'on vit, je pense, un moment qui est assez chouette en termes de passage de témoins générationnels par rapport à tout ce qu'on peut apprendre grâce au mouvement du féminisme. Et je trouve qu'il y a énormément de transmission en fait dans ce podcast, qu'on vit d'ailleurs maintenant, et qui sont des éléments qui sont très fondateurs pour les différentes générations qui sont présentes dans la salle et qui vont aussi venir. Et je pense qu'il y a là derrière, à travers ces 4 destins, une dimension qui est très universelle, avec un ensemble de péripéties, de choix, effectivement, de configurations de vie auxquelles on peut à la fois s'identifier et en même temps se dire, parce que quand on écoute un podcast, souvent on fait autre chose en même temps, on fait la vaisselle, ou bien on peut même faire le passage par exemple, ça m'arrive de temps en temps quand même. Et du coup, je trouve qu'il y a derrière en fait tout le travail de réflexivité que vous faites, Madame Gabu, est remarquable parce que ça nous force aussi en tant qu'auditeurs à se poser la question, la même question en fait de réflexivité par rapport à quelque chose qu'on entend.
C'est quelque chose qui est remarquable dans le podcast parce que ça permet aussi de grandir et d'apprendre de manière passive tout en ayant une découverte, une fenêtre sur l'intimité d'une personne. Donc je voulais aussi vous remercier les quatre de vous être livrés. J'ai eu énormément de plaisir à vous écouter dans les rushs en fait, qu'il y a eu un peu en amont. Je me réjouis beaucoup de lire, mais d'écouter en fait les prochains. Et je voulais vous remercier encore d'avoir donné de votre temps et de votre confiance à Mme Gabu pour réaliser le podcast. Ah, merci Frédéric. C'est bon, il parle bien en français. Merci. Alors, vu que c'est enregistré, il faudrait résumer, donc j'ose pas le faire. Mais en gros, c'était une félicitation. Par rapport à la voix off qui a été souligné le fait que j'écrive mes réflexions, je pense que c'est aussi très important pour moi, comme outil pour faire réfléchir les gens, mais c'est aussi une démarche d'honnêteté un peu radicale comme ça, de se dire, si je parle honnêtement et elle parle honnêtement, tout le monde va devoir réfléchir honnêtement aussi à soi. Et c'était pas facile, mais je pense que, en tout cas, sur certains bouts, ça marche très bien et j'en suis contente si ça vous a plu déjà. Vous pourrez continuer à écouter la suite. Donc, merci pour votre honnêteté aussi. Oui. Oui, moi je trouve que ces témoignages, c'est vraiment une façon de rendre hommage au grand âge, parce que souvent, moi je travaille beaucoup avec la jeunesse, donc il faut toujours trouver la façon de transmettre quelque chose qui les intéresse, qui ne disent pas, ouais, ça c'est une histoire de vieux, puis ça ne nous intéresse plus. Et là, on voit même aujourd'hui, comme elle s'exprime d'une façon tellement intéressante, ça fait très très envie d'écouter la suite. Moi, j'avais des petits échos par ma sœur, mais très différents de ce que je reçois aujourd'hui. Alors, j'en ai pas parlé comme il fallait, tu vois. Non, c'est merveilleux. D'ailleurs, il y a une espèce de mode sur le grand âge. Il y a un spectacle qui s'appelle La vie secrète des vieux, qui va passer à la comédie de Mohamed Khatib, et c'est justement montrer que la vie continue beaucoup plus loin qu'on ne pense, dans tous les domaines. Ouais. Et ça, c'est chouette à entendre et à savoir. Oui, elle a dit tout juste, ma sœur. Alors vraiment. Du coup, Madame dit qu'elle a découvert un peu autrement aussi la vie de sa sœur et de ses copines, et qu'il y a une espèce de tendance à parler justement de la vie des personnes un peu plus âgées, et que c'est formidable. Et tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en fait, c'est aussi une des choses que ça m'a... Et ça, j'y avais pas pensé au départ, naïvement. C'est vraiment, ça m'a donné envie de vieillir, quoi. Oui, non, c'est vrai. Vraiment, je me suis dit, parce que effectivement, le fait que je suis célibataire, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, donc il y a toute cette angoisse de la vieillesse. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais finir seule dans un EMS. Et en fait, j'avais pas d'autre représentation possible qu'un lit blanc et des murs gris, quoi. Et c'est vrai que ça m'a fait vraiment du bien, et que je pense qu'en ça, c'était ma thérapie, Arlette. Et j'y avais pas pensé, et c'est quelque chose qui est venu vraiment après coup, en réécoutant même les montages. Je me suis dit, ah waouh, moi je me réjouis. Et ça revient au point de départ où en fait j'ai vu Muriel à 80 ans au Forum Citoyen qui prenait des positions. Je me suis dit, à 80 ans, tranquille, elle est là, elle est bien. Moi je pensais pas que c'était possible en fait. C'est vrai qu'on a peu de représentation. Et après j'ai voulu les montrer, etc. Et voilà. Mais oui, merci pour ça. Et tant mieux. Et oui, l'outil du témoignage est merveilleux pour créer des ponts. Mais ça, c'est mon travail. C'est pour ça que je l'aime. Bravo à vous 5 en tout cas. Et merci beaucoup Jacqueline, Muriel, Arlette, Françoise et Laure pour cette discussion. Merci aussi à vous pour votre présence. Et j'espère que vous trouverez, comme les copines et Laure, votre propre recette de vie, et que vous serez aussi bien entourées que les 4 copines. Je rappelle donc que le podcast est à découvrir tout bientôt sur reportage.ch et sur les différentes plateformes de streaming. Le prologue est sorti donc ce jeudi, et les prochains épisodes suivront les mardis et jeudis à 19h. Et on vous invite maintenant à échanger autour d'un thé dans la salle d'à côté. Et Laure, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je remercie encore tous les soutiens institutionnels
publics et privés qui ont permis de faire ce podcast. Sans argent, c'est toujours très compliqué. Donc merci pour le soutien. C'est difficile de financer des podcasts, donc merci à eux et à elles. Merci à vous vraiment d'être venus aujourd'hui. Il y a des gens très importants pour moi et pour le projet. Je tiens à remercier 2 personnes qui sont venues de Suisse alémanique. Simone, qui est quand même quelqu'un avec qui on a étudié le documentaire et qui a toujours beaucoup cru en moi. Et donc merci Simone. Il y a Pascal Natter qui m'a beaucoup aidé à structurer, à assumer qui je suis. C'était entre la thérapie et le coaching. Et merci beaucoup. Et puis il y a toute l'équipe de reportage qui est là, et avec Erika, avec Alice, avec Joanie, avec Mélissa. Et il y a Eve, pardon. Et donc merci beaucoup à elle et à toutes les autres qui sont pas là aujourd'hui. Et puis merci à toutes les autres personnes qui sont là, mes amis, ma famille, mon ancienne voisine, ma coiffeuse. Sans vous, tout ça ne serait pas possible. Donc bravo, et puis surtout merci aux 4 amis. Alors, j'ai toujours voulu vous faire un petit cadeau pour vous remercier, mais rien n'est à la hauteur de l'effort que vous avez fourni. Donc je voulais quand même vous donner une petite fleur en symbolique et un podcast.